Mon beau-fils ne m'a pas vu entrer, il parlait à ma femme, oui, j'ai déjà coupé les freins. On se voit à son enterrement demain. Je n'ai pas crié, je me suis éclipsé, j'ai appelé une dépanneuse et j'ai livré la voiture à son père, un cadeau de ton fils. 2 heures plus tard. Je tenais encore le sac chaud de poulet frit quand j'ai entendu mon beau-fils, dans le garage sombre, dire « Ouais, j'ai déjà coupé la conduite de frein. On se voit à son enterrement demain. » Et ma femme, Carole, ma propre femme, ne l'a pas arrêté. Pendant une seconde, tout mon corps a oublié comment bouger. Le garage sentait le béton froid et l'huile de moteur. Cette odeur aigre et familière, qui ne part jamais vraiment, peu importe combien de fois on balaie. Le plafonnier était éteint, donc la seule lueur provenait de la petite fenêtre au-dessus de l'établi, et de l'écran bleu du téléphone d'Evan. Je pouvais distinguer sa silhouette, ses larges épaules, sa tête penchée, comme s'il écoutait un bulletin météo. Mes doigts se sont resserrés autour du sac en papier, la graisse du poulet traversant l'emballage, chaude contre ma paume. Je l'avais pris au rayon traiteur du Creuset, sur Archman Road, parce que je pensais, bêtement, que nous pourrions peut-être passer une soirée normale. Une petite offre de paix, comme on le fait quand une maison est sous tension depuis des mois, et qu'on ne veut pas l'admettre à voix haute. La voix d'Evan est restée calme. Trop calme. Ouais, a-t-il répété, d'une voix basse et presque ennuyée. C'est fait. Il ne passera pas le lundi. Il a gloussé, comme si quelqu'un lui avait raconté une blague. Puis, il y a eu la voix de Carole, faible à travers le haut-parleur, mais assez proche pour que ma gorge se serre. Douce, prudente, pas choquée, pas en colère. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Ma vision s'est rétrécie. Cette simple question, tu es sûr, a frappé plus fort que la menace elle-même. Pas de, n'ose même pas, pas de, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, juste s'assurer que le plan était solide. Evan a bougé, et j'ai entendu le faible tintement du métal sur l'établi. Il faisait probablement tourner quelque chose dans sa main. Un outil, une douille, quelque chose de tranchant. Je suis sûr, a-t-il dit. Tu as dit que tu voulais que ça se termine. Il y a eu une pause. J'ai attendu que ma femme prononce mon nom. Qu'elle dise, Evan, arrête. Qu'elle dise, Franck a été bon pour nous. Qu'elle dise n'importe quoi qui ressemble à une conscience. Elle ne l'a pas fait. Elle a expiré dans le téléphone, et cela ressemblait à du soulagement. Demain, a-t-elle dit. Sois juste prudent. C'est là que mon estomac s'est noué si fort, comme si j'avais raté une marche dans l'escalier. J'ai reculé sans réfléchir. Ma botte a éraflé le béton, et mon cœur a cogné violemment. La tête d'Evan a pivoté d'1 centimètre vers la porte. J'ai retenu mon souffle si fort que ma poitrine me faisait mal. Il n'est pas venu voir. Il est retourné directement à son appel, baissant à nouveau la voix. Ouais, a-t-il dit. Je t'enverrai un texto quand ce sera fait. Je me suis éclipsé comme un fantôme. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne l'ai même pas laissé faire de bruit en s'enclenchant. Je l'ai tirée jusqu'à ce qu'elle soit posée contre le cadre. Puis j'ai marché vite, silencieusement, sur le côté de la maison, l'air froid de décembre me coupant les joues. La nuit semblait trop normale. Les lumières des porches brillaient le long de la rue. Le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis silence. Quelque part, une télévision braillait à travers une fenêtre. Riverside, Ohio, faisant ce qu'elle fait toujours, aller se coucher tôt, se réveiller tôt, et faire semblant que les problèmes n'arrivent qu'aux informations. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mes clés. Je les ai fourrées dans ma poche et j'ai continué à marcher jusqu'à atteindre le trottoir. Puis je me suis retourné, comme si j'étais juste un homme faisant une petite promenade. Comme si je n'étais pas sur le point de vomir. La patience est mon outil. Cette phrase m'est venue comme une vieille habitude. Je l'avais dite aux apprentis de l'atelier CVC quand ils bâclaient un travail, foiraient une vis ou cassaient une ligne. Ralentissez, je leur disais. La patience est votre outil. Utilisez-le en premier. Maintenant, je devais l'utiliser sur moi-même, ou j'allais retourner là-bas et faire quelque chose qui ruinerait le reste de ma vie. Je suis monté dans ma vieille berline, ma voiture de chantier, comme l'appelait Carole, comme si elle en avait honte, et je suis resté assis là, moteur éteint. Mon souffle embuait le pare-brise. Mon téléphone semblait glissant dans ma main tremblante. Appelez la police. Mon pouce a hésité. Et puis, la pensée suivante est arrivée, froide et pratique.
Pour dire quoi? Bonjour, officier. Mon beau-fils a dit qu'il avait coupé mes freins et ma femme ne s'y est pas opposée. Non, je n'ai pas d'enregistrement. Non, je ne les ai pas confrontés. Non, il n'y a pas encore de cadavre. Dans une petite ville, un homme accusant sa femme et son beau-fils sans preuve devient très vite une blague. Ou pire, on vous étiquette comme instable, paranoïaque, vieux et confus. Evan sourirait et dirait, Frank a été stressé. Il oublie des choses. Carole tamponnerait ses yeux et dirait que je suis si fatigué ces derniers temps. Et puis, il continuerait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors, j'ai fait la deuxième meilleure chose. J'ai ouvert l'application d'assistance routière et j'ai demandé une dépanneuse. Le répartiteur semblait à moitié endormi. Quel est le lieu de prise en charge? J'ai fixé ma propre maison comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Allez devant la maison, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, ce qui m'a surpris. Ford F-150 argenté. Besoin qu'il soit remorqué ce soir. Est-il en état de rouler? Non, ai-je dit, et ma gorge s'est serrée autour du mensonge. Problème de sécurité. Dans quel délai en avez-vous besoin? Dès que possible, ai-je dit. Puis, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai ajouté, s'il vous plaît. J'ai raccroché et je suis resté là, écoutant le tic-tac silencieux de mon moteur qui refroidissait. Mes mains continuaient de trembler, mais mon cerveau passait déjà en revue ce qui comptait. Preuve, date, heure, les gestes qui vous gardent en vie. Evan avait toujours été le genre d'homme qui agissait comme si les conséquences étaient pour les autres. Il avait 32 ans et vivait encore comme un adolescent. Nouveau gadget, nouvelle combine, vieille rancune. Quand Carole et moi nous sommes mariés il y a 11 ans, je pensais qu'il grandirait. Je pensais qu'un foyer stable le stabiliserait. Au lieu de cela, il est devenu plus tranchant, plus méchant, comme s'il avait décidé que le monde lui devait quelque chose, et que j'étais le caissier refusant son bon de réduction. Il y a quelques mois, il m'avait demandé de co-signer un prêt, juste pour consolider, avait-il dit, avec de grands yeux innocents. J'avais regardé les papiers et senti ma tension monter, les intérêts comme le sourire d'un requin. Je lui ai dit non. Il m'avait fixé une longue seconde, puis avait souri lentement. Tu penses toujours que tu vaux mieux que moi. Je pense que je suis plus vieux que toi, avais-je dit. Et j'ai appris ce que fait la dette. Ce soir-là, Carole avait pris son parti. Pas bruyamment, pas directement, juste de ses manières silencieuses. La façon dont elle arrêtait de parler quand j'entrais dans une pièce. La façon dont elle répondait à mes questions par « Peut-être que tu devrais laisser tomber, Frank ». La façon dont elle me faisait sentir que la paix était mon travail à moi seul. Maintenant, je comprenais ce que « laisser tomber » signifiait pour eux. Des phares ont balayé la rue. Une dépanneuse. Mon cœur a frappé mes côtes. Je me suis redressé pour observer. Le chauffeur s'est garé près de mon allée. Un homme massif avec un bonnet en est sorti, son souffle formant de la buée. Il a regardé le camion, puis la maison, puis moi, assis dans la berline comme si je me cachais. Il s'est approché et a frappé à ma vitre. Je l'ai baissé d'un pouce. « C'est vous qui avez appelé ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. » Il a fait un signe de tête vers le F-150. « Qu'est-ce qu'il a ?» J'ai dégluti. Le sac de poulet reposait froid sur mon siège passager, oublié. « Problème de frein, ai-je dit. Je l'emmène chez un ami pour qu'il y jette un œil. » Il a plissé les yeux vers moi. « À cette heure-ci ? » Je suis debout, ai-je dit. Il est debout. C'est important. Le chauffeur a haussé les épaules, comme s'il avait vu toutes sortes de bizarreries. D'accord. On va où? Je lui ai donné l'adresse que j'avais déjà décidée, le seul endroit qui avait du sens si je voulais que mon prochain mouvement soit à la fois sûr et propre. Dayton, ai-je dit. Près de Needmore Road. Le chauffeur a sifflé doucement. C'est une sacrée trotte. Je paierai, ai-je dit. Il a hoché la tête, est retourné à son camion et a démarré le treuil. Le câble métallique a cliqueté. Le bruit m'a donné la chair de poule parce qu'il ressemblait à des chaînes. J'ai regardé mon F-150 monter sur le plateau. Ce camion était à moi avant même que Carole et moi ne partagions un compte bancaire. Je l'avais conduit à travers des tempêtes de neige, des vagues de chaleur, à travers des années qui semblaient maintenant appartenir à quelqu'un d'autre.
Les gyrophares de la dépanneuse clignotaient en rouge contre les maisons. Personne n'est sorti. Personne n'a posé de questions. En Amérique, on apprend à se mêler de ses affaires jusqu'à ce que les ennuis arrivent sur votre Porsche. Le chauffeur est revenu avec des papiers. Signé ici. Mon stylo tremblait. J'ai forcé ma main à rester ferme. La patience est mon outil. Quand j'ai fini, il a détaché une copie et me l'a tendue. Il a regardé mon visage comme s'il essayait de décider si j'étais ivre ou malade. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé. J'ai regardé au-delà de lui, vers ma maison. Les rideaux du salon étaient tirés. Une lumière chaude filtrait par les bords. Quelque part à l'intérieur, ma femme était probablement assise sur le canapé comme si de rien n'était. « Je vais bien », ai-je dit. Juste fatigué. Il a hoché la tête comme s'il ne me croyait pas, mais il n'a pas insisté. Il est monté dans la dépanneuse et le moteur a vrombi. Alors que le plateau s'éloignait, j'ai senti quelque chose se déchirer dans ma poitrine, comme du chagrin, comme de la colère, comme le dernier lambeau de la vie que je pensais avoir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carole. « T'es où ?» Une autre vibration. « Evan, tu as déplacé mon camion. » Ma gorge est devenue sèche. Je n'ai répondu à aucun des deux. Pas encore. Je suis resté assis là, dans la berline sombre, avec un sac de poulet froid à côté de moi, regardant les feux arrière de la dépanneuse disparaître sur la route comme une mèche qui se consume. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas retourné là-bas en marchant d'un pas décidé. Je ne les ai pas laissés voir ma peur. Je me suis glissé dehors et j'ai commencé à faire ce que j'avais toujours fait quand quelque chose cassait au milieu de la nuit. J'ai géré la situation. Je n'ai pas quitté l'allée tout de suite. Je suis resté là une autre minute entière, les mains sur le volant, sentant les battements de mon cœur dans le bout de mes doigts. La maison avait l'air normal, des lumières de Noël sur le porche du voisin, une couronne sur ma propre porte d'entrée que Carole insistait pour mettre chaque année, même quand nous ne nous parlions pas beaucoup. À l'intérieur, Evan et Carole étaient toujours là, probablement en train de parler, probablement en train de réécrire l'histoire qu'ils raconteraient si quelqu'un posait des questions. J'ai démarré la berline et je suis parti doucement, comme si j'allais juste chercher un café tardif. L'air avait ce mordant de l'hiver de l'Ohio, tranchant et humide, et la route scintillait par endroits où la pluie plus tôt avait commencé à geler. Je me suis dirigé vers Dayton, vers Needmore Road, parce que c'était là que vivait Ray Mersey, le père biologique d'Evan. Ray n'était pas un ami. Pas vraiment. Mais il était la seule personne qu'Evan avait toujours traitée avec une sorte de respect prudent. La façon dont un chien se comporte autour de la personne qu'il a dressée d'une main ferme. Ray avait été mécanicien pendant 35 ans, à la retraite maintenant, les mains toujours tachées de vieux cambouis, peu importe combien de fois il frottait. Il connaissait les voitures, il connaissait les outils, et il connaissait Evan mieux que je ne le ferais jamais. Si quelqu'un pouvait faire la différence entre une conduite de frein qui a lâché et une conduite de frein qui a été coupée, c'était Ray. Et si Evan avait vraiment fait ce que j'avais entendu, j'avais besoin d'une chaîne de vérité qui ne commençait ni ne finissait avec ma parole. J'avais besoin de réalité, de papier, d'horodatage, de témoins, le genre de trucs ennuyeux qui tiennent la route dans un tribunal. La patience est mon outil. Le chauffage de la berline soufflait un air tiède qui sentait légèrement la vieille poussière. Mes jointures restaient blanches sur le volant. Je continuais de voir la silhouette d'Evan dans ce garage sombre, d'entendre la manière désinvolte dont il avait dit « enterrement », comme s'il s'agissait d'une réservation pour le déjeuner. Au feu rouge sur Archman, j'ai regardé le sac de poulet gras sur le siège passager. C'était ridicule. Cette chose chaude et familiale qui était censée rendre une soirée en famille meilleure. Maintenant, cela ressemblait à une preuve d'une autre vie. J'ai conduit avec la radio basse, pas pour la musique, mais pour avoir de la compagnie. Une station locale de Dayton parlait de basketball au lycée, puis est passée à une publicité rapide pour une révision de Chaudière mon ancien monde puis retour à l'animateur riant de la façon dont les gens conduisent comme s'ils étaient en colère contre la météo. Je voulais rire, je ne pouvais pas. Le téléphone a vibré à nouveau. « Carole, appelle-moi, s'il te plaît. » Puis Evan encore, « Où est le camion, Frank ?»« J'en ai besoin demain. » Demain. Ce mot a frappé comme un marteau. Je n'ai pas répondu. Si je répondais, ma voix se briserait, ou je dirais quelque chose de stupide, ou je dévoilerais mon jeu et leur donnerais le temps de changer leur plan. J'ai continué à conduire, traversant la rivière Great Miami, l'eau sombre glissant sous le pont comme du pétrole.
Je me suis souvenu d'être plus jeune, avant Carole, avant Evan, quand la pire chose dont je m'inquiétais était de savoir si mon dos pouvait supporter un autre été dans les greniers et les vides sanitaires. À l'époque où mon premier mariage s'était terminé, non pas par une trahison, mais par un épuisement silencieux. Deux bonnes personnes qui ne s'accordaient plus. Maintenant, j'avais 58 ans, et la personne qui dormait dans mon lit me voulait enterrer. Needmore Road était une bande de commerces fatigués et de maisons basses. Le genre d'endroit où les gens s'accrochent à ce qu'ils ont. Ray vivait dans un ranch en briques de plein pied, avec un garage détaché et une vieille Buick garée sous un abri d'auto. Un drapeau pendait au porche, raide dans le froid. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis une seconde. Ma bouche était sèche. Mes mains avaient cessé de trembler, mais seulement parce que quelque chose d'autre avait pris le dessus, quelque chose de calme et de froid. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la porte avant. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Ray se tenait là en pantalon de survêtement et chemise en flanelle, les cheveux gris aplatis comme s'il avait dormi. Il m'a scruté de haut en bas, les yeux vifs, même à cette heure. « Frank » a-t-il dit, comme si mon nom était une question. « Qu'est-ce que tu fous là ?»« J'ai besoin de parler » ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil derrière moi, vers la berline. « Où est le camion ?»« En route » ai-je dit. « Remorqué. » Ça l'a réveillé. Ses sourcils ont sauté. « Remorqué ? Pourquoi ? » Parce que je ne lui fais pas confiance, ai-je dit. J'ai gardé ma voix stable. Je peux entrer ? Il a hésité, puis a reculé. T'as intérêt à commencer à être cohérent. L'intérieur sentait le café noir et le vieux cuir. Le salon avait un fauteuil inclinable, une petite télé, et des étagères avec des photos encadrées. Evan enfant tenant une batte de baseball. Evan a une remise de diplôme. Evan à côté de Ray lors de ce qui ressemblait à une partie de pêche. Ray avait gardé les meilleures parties. Il a fait signe vers la table de la cuisine. Je me suis assis. Il n'a pas offert de café. Il a juste fixé, comme s'il attendait que j'admette que j'avais perdu la tête. J'ai sorti le reçu de remorquage de ma veste et je l'ai posé sur la table. Ray l'a pris, a plissé les yeux, a lu la ligne d'adresse. « Tu l'as fait remorquer ici » a-t-il dit lentement. « Pourquoi ? » « Parce que tu connais les voitures, ai-je dit. Et parce que j'ai besoin que tu regardes quelque chose avant que quiconque d'autre n'y touche. Ray a posé le papier. « Frank, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une inspiration. Les mots restaient coincés dans ma gorge parce que les dires les rendaient plus réels. J'ai entendu Evan, ai-je dit. Ce soir, dans mon garage. Les yeux de Ray se sont rétrécis. Entendu dire quoi ? Je n'ai pas tout dit. Pas encore. J'ai juste donné la partie qui comptait. J'ai des raisons de croire que quelqu'un a trafiqué mes freins, ai-je dit, appuyant sur chaque mot. Ray s'est reculé. La chaise a grincé. Pour la première fois, il avait l'air moins agacé et plus prudent. « Tu accuses Evan » a-t-il demandé. « Je te dis que je ne conduis pas ce camion » ai-je dit. Et je veux qu'il soit vérifié par quelqu'un qui ne va pas édulcorer la vérité. Ray m'a fixé une longue seconde. Puis il s'est levé et a marché jusqu'au comptoir où un petit bloc-notes à spirale se trouvait à côté d'un téléphone fixe. Il l'a ouvert comme s'il s'apprêtait à noter un numéro. « Qu'est-ce que tu veux de moi » a-t-il demandé, sans lever les yeux. « Je veux que tu sois propriétaire du camion » ai-je dit. Ça lui a fait tourner la tête. « Pardon ? J'ai déjà décidé » ai-je dit. « Je te le transfère ce soir. Je ferai les papiers à la première heure demain matin. Je signerai tout ce dont tu as besoin. Tu seras le propriétaire légal. » Le visage de Ray s'est durci. « Pourquoi ferais-tu ça ? » Parce que, ai-je dit, et j'ai choisi mes mots avec soin, j'ai besoin d'une ligne claire. S'il arrive quelque chose avec ce véhicule, j'ai besoin qu'il soit documenté qui l'avait et quand. La mâchoire de Ray travaillait comme s'il mâchait l'idée. Donc, tu montes un dossier. J'essaie de rester en vie, ai-je dit, et ma voix est devenue rauque sur le dernier mot. Ray n'a pas parlé pendant un moment. Puis, il s'est penché en avant, les avant-bras sur la table. « Frank » a-t-il dit doucement. « Si tu as tort, si tu as juste peur et que tu m'entraînes dans ton bordel conjugal. » Je n'ai pas tort, ai-je dit trop vite. Mon cœur a recommencé à s'emballer. Je me suis ralenti.
Ray, je ne te demande pas de me croire. Je te demande de regarder. Il m'a observé, et je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Ray était un homme qui faisait plus confiance au moteur qu'aux gens. Les faits avant les sentiments. Finalement, il a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-il dit. Je vais regarder. Puis il a pointé un doigt vers moi. Mais écoute bien. Si ce truc est dangereux, je ne le conduis nulle part. Je le tire directement dans le garage et je le mets sur chandelle. C'est compris? Le soulagement m'a frappé si fort que mes yeux m'ont piqué. Oui, ai-je dit. C'est ce que je veux. Ray s'est levé et a attrapé son manteau sur un crochet près de la porte arrière. La dépanneuse devrait être proche. Déjà en route, ai-je dit. Il a marqué une pause, puis m'a regardé. Pourquoi tu me le donnes, Frank? Vraiment? Où est le piège? J'ai croisé son regard et laissé passer un peu de vérité. Il n'y a pas de piège, ai-je dit. Fais-moi juste une faveur. Vérifie-le de fond en comble avant même de penser à le faire rouler. Ray m'a fixé. Puis son expression s'est adoucie. Pas de la gentillesse exactement, mais de la compréhension. Le genre qu'on reçoit d'un homme plus âgé qui a vu ce qu'un mauvais gamin peut faire à une famille. Il a hoché la tête à nouveau. Ouais, a-t-il dit. Je le ferai. Dehors, des phares ont balayé la fenêtre. La dépanneuse était arrivée. Ray s'est dirigé vers la porte et je l'ai suivi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était ni Carol ni Evan. C'était un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, et un autre. J'ai regardé l'écran alors qu'il s'allumait une fois de plus. Ray Mercer. Il se tenait juste à côté de moi. Il n'avait pas appelé. Il n'avait même pas touché son téléphone. Ray a vu mon visage changer et il a fouillé dans sa poche, a sorti son propre téléphone et l'a vérifié. Son écran s'est allumé aussi. Appel manqué, Evan. Les yeux de Ray se sont levés vers les miens. Ton gamin cherche ce camion, a-t-il dit doucement. Mon estomac s'est serré. Ouais, ai-je dit. Je sais. Et alors que le chauffeur de la dépanneuse abaissait le plateau et que le câble cliquetait comme des chaînes dans le froid, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas encore autorisé à penser. Evan ne prévoyait pas juste de me tuer. Il prévoyait de le faire bientôt. Le chauffeur de la dépanneuse n'a pas perdu de temps. Il a reculé le plateau, le métal gémissant, les chaînes cliquetant fort dans le quartier calme. Ray se tenait les bras croisés, surveillant chaque centimètre comme s'il possédait déjà le camion, ce qui, d'une certaine manière, serait bientôt le cas. Je suis resté en retrait près de la berline, téléphone à la main, le pouce hésitant. Mon cœur battait trop vite encore, comme s'il voulait s'échapper et courir avant moi. Ray a fait signe au chauffeur. Pose-le juste devant le garage, a-t-il dit. Je prends le relais à partir de là. Le chauffeur a hoché la tête. Vous voulez que je le dépose ou que je le décroche à l'intérieur? Dépose-le, a dit Ray. Je ne le conduis pas d'un pouce. Ces mots m'ont rassuré plus que toute autre chose ce soir-là. Le camion a roulé hors du plateau et s'est immobilisé avec un bruit sourd et lourd. Le chauffeur de la dépanneuse a fini ses papiers, a été payé, et est parti, ses phares disparaissant sur Needmore Road. Juste comme ça, la rue est redevenue silencieuse. Ray n'a pas perdu de temps. Il a ouvert le capot, attrapé une lampe de poche et a glissé un chariot de visite depuis le côté du garage. L'homme bougeait comme si sa mémoire musculaire réfléchissait pour lui. C'était son langage. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés serrés autour de moi, regardant ses bottes dépassées dessous le camion. Alors, a dit Ray d'en dessous, la voix étouffée. Tu veux me dire exactement ce que tu as entendu? J'ai dégluti. Il a dit qu'il avait coupé la conduite de frein. Silence. Puis Ray a roulé à moitié vers l'extérieur, s'est appuyé sur un coude et m'a regardé droit dans les yeux. Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit? Oui. Et Carol? Elle ne l'a pas arrêté. Ray m'a fixé une longue seconde, puis est roulé de nouveau sous le camion sans un autre mot. Le faisceau de sa lampe de poche sautillait sur le métal, les tuyaux, les lignes. Je l'entendais marmonner pour lui-même, des petits demi-mots comme le font les mécaniciens quand ils réfléchissent. Mon téléphone a vibré à nouveau. Evan, pourquoi mon père appelle au sujet du camion? Je n'ai pas répondu.
Puis un autre texto est arrivé, cette fois de Carole. Franck, s'il te plaît. Ça devient hors de contrôle. Hors de contrôle. J'ai éteint le téléphone et je l'ai fourré dans ma poche. Mes mains étaient moites de sueur, même dans le froid. Dessous le camion est venue une forte inspiration. Franck, a dit Ray. Sa voix était différente maintenant. Tendue. Viens voir ça. Mes jambes semblaient lourdes alors que je marchais et m'accroupissais. Ray a orienté la lampe de poche pour que je puisse voir. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai travaillé autour des machines toute ma vie. Je connais la différence entre usé et cassé, entre vieux et endommagé. La conduite de frein n'était pas effilochée. Elle n'était pas rouillée. Elle était coupée net, droit, comme si quelqu'un l'avait fait lentement, soigneusement, avec le bon outil. Je l'ai fixée jusqu'à ce que ma vision se brouille. C'est pas un accident, a fini Ray. Il a roulé complètement hors du camion et s'est assis, passant une main dans ses cheveux. C'est délibéré. Mon estomac s'est retourné. Même si je m'y attendais, même si je le craignais, le voir rendait tout plus lourd, plus réel. Ray s'est levé et a fait les 100 pas, puis s'est arrêté devant moi. Quand l'as-tu conduit pour la dernière fois? Hier après-midi, ai-je dit. Il semblait normal. Il a hoché la tête. Alors ça a été fait après ça. Ma poitrine s'est serrée. Ce soir. Ray a soufflé longuement. Jésus. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le froid s'insinuait à travers mon manteau. Quelque part plus bas dans la rue, une porte a claqué. La vie continuait. Ray a fouillé dans sa poche et a sorti son téléphone. J'appelle la police. Mon pouls a bondi. Attends. Il m'a regardé brusquement. Franck, ce n'est pas une dispute familiale. C'est un sabotage criminel. Quelqu'un aurait pu mourir. Je sais, ai-je dit. Juste. Laisse-moi passer un appel d'abord. Il a hésité, puis a hoché la tête une fois. Un seul. Je me suis éloigné de quelques mètres et j'ai rallumé mon téléphone. Les appels manqués et les textos ont afflué. Je les ai ignorés et j'ai tapé un numéro que j'avais enregistré il y a des années, mais rarement utilisé. Martha Klein a décroché à la deuxième sonnerie. Ça a intérêt à être bon, a-t-elle dit, la voix sèche mais alerte. Il est presque minuit. Martha, ai-je dit, j'ai besoin d'un conseil, tout de suite. Elle a entendu quelque chose dans ma voix et s'est adoucie. Où es-tu? Dayton. Avec mon camion. La conduite de frein a été coupée. Il y a eu une pause. Coupée? Comment? Net, ai-je dit. Un mécanicien est en train de la regarder maintenant. Une autre pause. Puis, d'accord, écoute-moi attentivement. Je l'ai fait. Tu n'as pas manigancé ça, a-t-elle dit. Tu ne l'as pas conduit. Tu n'as dit à personne de le conduire. Correct? Correct. Et le véhicule n'est plus légalement en ta possession? Il sera transféré à la première heure demain matin, ai-je dit. Il y a une trace écrite. Bien, a-t-elle dit. Très bien. Maintenant, oui, appelle la police ce soir. Tu veux que ce soit documenté immédiatement. Date, heure, témoin. Ma gorge s'est serrée. Il pourrait penser que j'ai fait quelque chose. Il pourrait, a-t-elle dit. Mais les faits battent la peur. Reste calme. Dis exactement ce que tu sais, rien de plus. J'ai regardé Ray, qui composait déjà le 911. Martha, ai-je dit, je l'ai entendu dire qu'il l'avait déjà fait, qu'il me voulait mort. Sa voix a baissé. Alors tu as fait ce qu'il fallait en sortant de cette maison. J'ai raccroché et je suis revenu. Ray a terminé l'appel et a empoché son téléphone. Ils envoient quelqu'un, a-t-il dit. Bientôt. Nous avons attendu dans le garage, la conduite de frein coupée pendant la comme une accusation. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque dans mes oreilles. Ma bouche avait un goût métallique. Des sirènes ont hurlé faiblement au loin, puis sont devenues plus fortes. Des lumières rouges et bleues ont inondé la porte du garage, le camion, le visage marqué de Ray. 2 officiers sont sortis, un plus âgé, un plus jeune. Ils ont pris des dépositions. Ils ont photographié la conduite. Ils m'ont demandé pourquoi le camion était ici.
Je leur ai dit la vérité, toute la vérité. Calme, clair, pas de cris, pas d'accusation au-delà de ce que j'avais vu et entendu. Le jeune officier a froncé les sourcils. Vous dites que votre beau-fils a fait ça? Je dis que la conduite de frein a été coupée, ai-je dit. Et je l'ai entendu dire qu'il l'avait fait. Et votre femme? Elle ne s'y est pas opposée. L'officier plus âgé a noté cela lentement. Ils sont partis après près d'une heure, promettant un suivi, ne promettant rien d'autre. Quand le garage est finalement redevenu silencieux, Ray s'est appuyé contre l'établi et s'est frotté le visage. Mon propre gamin, a-t-il dit. Jésus. Je me suis effondré sur une chaise pliante, l'épuisement s'abattant sur moi comme une vague. Mes mains tremblaient à nouveau, pire cette fois. Ray m'a regardé. Ça va? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, et à la place j'ai eu un haut-le-cœur, atteignant à peine la poubelle avant de vomir. Ray n'a pas dit un mot. Il a juste tenu la poubelle stable et a attendu. Après, je suis resté assis là, vide et tremblant, fixant le sol en béton. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné, ai-je dit d'une voix rauque. Ray a secoué la tête. Tu n'as pas gagné. Tu as survécu. Dehors, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une notification de message vocal d'Evan. Je ne l'ai pas encore écouté. Je savais juste une chose avec certitude maintenant. Ce n'était pas fini. Au matin, l'histoire avait déjà commencé sans moi. Je me suis réveillé sur le canapé de Ray avec mon manteau toujours sur le dos et le courette d'avoir mal dormi. L'odeur du café flottait depuis la cuisine, amère et forte. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Puis l'image de cette conduite de frein coupée net est revenue en place, tranchante comme un couteau. Ray était à la table, faisant défiler son téléphone, la mâchoire serrée. Tu es une célébrité sur Internet, a-t-il dit sans lever les yeux. Mon estomac a coulé. Déjà? Il a tourné l'écran vers moi. Le post Facebook de Carole. C'était long, émotionnel, soigneusement écrit. S'il vous plaît, priez pour ma famille. Franck est parti hier soir dans un accès de colère et a poussé les choses trop loin. Mon fils est accusé de quelque chose de terrible, et nous avons le cœur brisé. Les mensonges peuvent détruire une famille plus vite que n'importe quel accident. Il y avait une photo d'elle et Evan du Noël dernier, souriant, bras dessus bras dessous, notre salon brillant derrière eux. Les commentaires s'empilaient déjà. Tellement désolé, Carole. Je prie pour toi et Evan. Certains hommes ne supportent tout simplement pas de perdre le contrôle. Tu mérites mieux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Elle n'a pas mentionné les freins. Non, a répondu Ray. Elle a mentionné les sentiments. J'ai balancé mes pieds sur le sol, la tête martelant. C'est comme ça qu'elle fait toujours. À midi, le quartier avait choisi sa version de la vérité. J'ai conduit jusqu'à Riverside pour prendre des vêtements, en gardant la tête basse. Les gens que je saluais depuis des années trouvaient soudain des raisons de regarder leur téléphone. Madame Keller, 3 maisons plus bas, m'a fixé comme si j'avais traîné de la boue dans son église. Au bout de la rue, j'ai vu 2 voitures de patrouille garées près de ma maison. Ma maison? Celle avec la couronne toujours sur la porte. Un officier s'est avancé quand il m'a vu. Franck Delaney? Oui. Nous avons besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. À l'intérieur, l'endroit semblait creux. Carole était assise sur le canapé, les yeux rouges, les mains jointes comme si elle était dans une salle d'attente. Evan se tenait près du couloir, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait l'air calme, presque ennuyé. Tu leur as dit que j'étais parti en rage, ai-je dit, pas à Carole, mais à la pièce. Elle ne m'a pas regardé. Tu nous as fait peur. Evan a eu un sourire en coin. Ouais, Franck, tu as agi bizarrement ces derniers temps. L'officier a levé une main. Gardons cela respectueux. J'ai répondu à leurs questions à nouveau. Même fait, même chronologie. Je pouvais sentir Evan m'observer comme s'il attendait que je trébuche. Puis il a parlé. Mon beau-père me déteste, a-t-il dit, la voix blessée. Il essaie de me faire sortir de la maison depuis des mois. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Carole a finalement levé les yeux. Tu as dit qu'il devait déménager. J'ai dit qu'il avait besoin d'un plan, ai-je répondu. Il a 32 ans.
L'officier griffonnait des notes. Quand ils sont partis, Carole s'est levée et a pointé du doigt la porte. Tu ne devrais pas être ici. J'ai ri une fois, courez-les. Tu as planifié mon enterrement. Son visage a pâli. Tu es malade. Je suis sorti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Cet après-midi-là, Ray a appelé. La police est repassée, a-t-il dit. Ils ont parlé aux voisins de quoi? Un gars a vu Evan dans ton garage tard la nuit d'avant. Un autre a entendu des outils cliqueter. Mon pouls a bondi. Ils t'ont dit ça? Ils m'ont dit qu'ils établissaient une chronologie. Le soir venu, la page du groupe de l'église locale avait son propre post. Carole l'avait partagé. Demandant des prières pendant cette période difficile. Les rumeurs volent et cela nous brise le cœur. Quelqu'un a commenté, nous sommes avec toi, Carole. La vérité finit toujours par sortir. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment. La vérité finit toujours par sortir. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans un motel bon marché près de la route 4, regardant le parking à travers les stores. Chaque paire de phares rendait mes épaules tendues. J'ai écouté le message vocal d'Evan que j'avais ignoré la veille. Franck, disait-il, la voix douce. Tu as vraiment merdé cette fois. Papa est contrarié. Maman est contrariée. Tu n'avais pas à faire ça. On aurait pu parler. Maman. Il ne l'appelait jamais comme ça devant moi. J'ai transféré le message vocal à Martha avec la date et l'heure jointe. 10 minutes plus tard, elle a appelé. Bien, a-t-elle dit. Ça aide. Aide à quoi? L'intention, a-t-elle répondu. Le ton. Il n'est pas surpris. Il est agacé. Le lendemain matin, Buddy Harlon m'a appelé. Nous avions travaillé ensemble pendant des années avant que ses genoux ne lâchent. Franck, a-t-il dit, tu vas vouloir entendre ça. Il s'était arrêté dans un magasin de pièces automobiles près de chez moi, le même où Evan aimait traîner. Il a demandé poliment s'il y avait des images de caméra. Expliqué qu'il aidait à une enquête. Ils m'ont laissé voir, a dit Buddy. Pas officiellement, mais assez. Mon cœur a cogné. Et ton beau-fils a acheté un coupe-tube il y a 2 jours. J'ai fermé les yeux. Et Franck, a ajouté Buddy, ta femme est entrée 10 minutes plus tard. Caisse différente, payée en espèces. La pièce est devenue soudainement très calme. Elle savait, elle chuchotait. Elle ne l'a pas arrêté, mais elle savait. Ce soir-là, la radio l'a annoncé. La police envisage des accusations criminelles dans une enquête de sabotage de frein impliquant une famille de Riverside. Je me suis assis sur le bord du lit du motel, écoutant ma propre vie réduite à 30 secondes de temps d'antenne. Pour la première fois depuis le garage, j'ai souri. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que la vérité avait enfin obtenu une voix. Le palais de justice de Riverside semble fatigué depuis 100 ans. Briques brunes, marches en pierre usée au milieu, le genre de bâtiment qui sent le vieux papier, la cire pour sol et les manteaux d'hiver qui ont traversé trop de tempêtes de l'Ohio. J'étais passé devant toute ma vie d'adulte et je n'avais jamais imaginé une seule fois que j'y entrerais en portant la vérité sur ma propre famille comme si c'était un parpaing. Martha Klein m'a retrouvé devant, col relevé, cheveux rentrés dans son écharpe. Elle ressemblait à une femme qui avait vu toutes les variétés de désordre humain et avait cessé d'être surprise par quoi que ce soit. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Mais je suis là. »« C'est la même chose » a-t-elle répondu. À l'intérieur, les voix des gens rebondissaient sur le haut plafond. Un détecteur de métaux a bipé. Un adjoint en uniforme beige disait à tout le monde de continuer à avancer. Et là, dans un couloir bordé de panneaux d'affichage plein d'avis publics, je les ai vus. Carole. Evan. Carole portait un manteau bleu marine et un collier avec une croix, comme si elle s'était habillée pour attirer la sympathie. Elle serrait un mouchoir dans une main, les yeux rouges, la bouche fixée dans cette ligne prudente qu'elle utilisait quand elle voulait paraître blessée mais forte. Evan se tenait à côté d'elle dans une chemise propre, cheveux peignés, visage lisse et calme. Il ressemblait à un gars attendant un entretien d'embauche, pas à un homme qui avait essayé de transformer mes freins en enterrement. Quand il m'a vu, ses lèvres ont tressailli juste un peu, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais vraiment poussé les choses aussi loin. Les yeux de Carole ont rencontré les miens. Pendant un battement de cœur, j'y ai vu la peur flasher. Puis elle l'a remplacée par de la colère.
Tu n'as pas à faire ça, a-t-elle chuchoté alors que Martha et moi approchions. Martha n'a même pas ralenti. Madame, il n'a rien fait. Il a signalé un crime. Carole a tressailli comme si le mot crime brûlait. Evan a souri à Martha comme s'il était charmant. Bonjour. Martha l'a examiné comme si elle inspectait une conduite de chaudière fissurée. Ne me parlez pas, nous sommes entrés dans la salle d'audience et nous nous sommes assis sur le banc en bois. La salle était plus petite que ce que les gens pensent. Pas une grande salle de tribunal de télévision avec de la musique dramatique, juste le banc d'un juge, quelques rangées de sièges, des drapeaux dans les coins, et un bourdonnement de conversation tranquille qui ressemblait à une église avant le service. J'ai reconnu des visages. Monsieur Keller du bas de la rue. 2 femmes du groupe de l'église de Carole. Un gars que j'avais vu accrocher 100 fois. Les gens dans une petite ville ne manquent pas un spectacle public, surtout quand il implique une famille qui sourit aux ventes de pâtisseries depuis des années. Ma gorge s'est serrée. Mes mains ont recommencé à trembler, et je les ai pressées entre mes genoux. La patience est mon outil. Martha s'est penchée vers moi. Respire. Laisse-les regarder. Ça va. Ça n'a pas l'air d'aller, ai-je murmuré. Ça n'a pas besoin d'en avoir l'air, a-t-elle dit. Sois juste stable. Le juge est arrivé, un homme plus âgé, cheveux gris, lunettes basses sur le nez. Il avait le visage de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses et savait déjà comment l'histoire se terminait. Tout le monde s'est levé, puis s'est assis. Le procureur a parlé en premier. Puis l'avocat d'Evan, un jeune gars dans un costume brillant, s'est levé et a commencé à peindre son tableau. C'est un conflit familial, a-t-il dit. Un beau-père avec du ressentiment. Un beau-fils servant de bouc émissaire. Une femme prise au milieu. J'ai senti la chaleur monter à mon cou. Carole tamponnait ses yeux comme sur commande. Evan fixait droit devant, calme comme une statue. Puis Martha s'est levée. Avec tout le respect que je vous dois, a-t-elle dit, la voix claire. Ce n'est pas du ressentiment. C'est une conduite de frein coupé. C'est un reçu de remorquage. C'est une chronologie. C'est un homme adulte déclarant qu'il a entendu un plan pour le tuer, et c'est corroboré par des preuves matérielles. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Nous sommes ici pour une audience préliminaire, a-t-il dit. Pas pour un sermon. Mais je vais écouter ce que vous avez. Martha a hoché la tête une fois. Oui, votre honneur. Ensuite, le procureur a appelé le premier témoin, un technicien qui avait examiné la conduite de frein après que la police a saisi le camion dans le garage de Ray. Il n'était pas dramatique. Il n'avait pas besoin de l'être. Il a décrit la coupe, nette, droite, pas de corrosion, pas d'usure, une coupe d'outils. Le juge a hoché la tête lentement, comme s'il ne s'était attendu à rien d'autre. L'avocat d'Evan a essayé de l'ébranler. Est-il possible, a-t-il demandé, que la conduite ait été endommagée par des débris de la route? Le technicien a cligné des yeux comme si la question l'agaçait. Une coupe nette à cet angle? Non. Est-il possible que ce soit un accident lors de l'entretien? Le technicien s'est penché vers le micro. Alors quelqu'un a accidentellement coupé une conduite de frein nette et ne l'a pas remarqué? Ce n'est pas de l'entretien. C'est de la négligence au mieux. Le juge a griffonné quelque chose et a murmuré, ou autre chose. Ensuite, le procureur a fait écouter le message vocal d'Evan, celui que j'avais transféré à Martha. Frank. La voix d'Evan a rempli la pièce, douce comme de l'huile. Tu as vraiment merdé cette fois. J'ai observé les visages dans le public. Quelques têtes se sont penchées. Les gens reconnaissaient ce ton. Pas de peur, pas de surprise. Agacement. Contrôle. Quand ça s'est terminé, la mâchoire d'Evan s'est serrée pour la première fois. Martha s'est levée. Votre honneur, nous aimerions appeler Monsieur Delaney. Mes jambes semblaient faites de bois alors que je marchais vers la barre. J'ai levé ma main droite, juré de dire la vérité, et je me suis assis. Le microphone était trop près, rendant chaque respiration bruyante dans mes propres oreilles. Je pouvais voir Carole à travers la pièce, me fixant comme si j'étais un ennemi. La voix de Martha était douce quand elle a commencé. Déclinez votre nom et votre âge pour le dossier. Frank Delaney, ai-je dit. 58 ans. Et où vivez-vous? Riverside, Ohio. Monsieur Delaney, avec vos propres mots,
dites à la cour ce qui s'est passé la nuit où vous avez appelé la dépanneuse. J'ai dégluti. Ma bouche était sèche. La pièce était assez silencieuse pour que je puisse entendre la fermeture éclair du manteau de quelqu'un. Je m'étais arrêté à Crozet, ai-je dit. Pris du poulet frit. J'essayais d'avoir une soirée normale. Quelques personnes ont bougé. Ce détail a fait quelque chose. Il a rendu ça humain, pas juste légal. Je suis entré par le garage, ai-je continué. La lumière était éteinte. J'ai entendu Evan au téléphone. Je l'ai entendu dire, ouais, j'ai déjà coupé la conduite de frein. On se voit à son enterrement demain. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai détesté ça, mais c'était réel. Martha a hoché la tête, stable. Et à qui parlait-il? J'ai regardé Carole. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Ma femme, ai-je dit. Carole. La tête de Carole a sursauté et elle a chuchoté à son avocat. Le ton de Martha est resté égal. Comment savez-vous que c'était elle? J'ai entendu sa voix, ai-je dit. 11 ans. On connaît une voix. Le procureur a demandé, c'est-elle opposée? J'ai senti ma poitrine se serrer à nouveau, la même oppression que cette nuit-là. Non, ai-je dit. Elle a demandé s'il était sûr. Un murmure a parcouru la salle d'audience, doux, surpris, comme le vent à travers des feuilles sèches. Le visage de Carole est devenu pâle. L'avocat d'Evan a bondi. Objection, oui dire. Le juge a levé une main. Rejeté pour les besoins de cette audience. Nous évaluons la cause probable. Martha s'est penchée. Qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Delaney? Je suis parti, ai-je dit doucement. Je ne l'ai pas confronté. J'ai appelé une dépanneuse parce que je ne voulais pas conduire le véhicule. Pourquoi l'avez-vous fait remorquer chez monsieur Mercé? Parce que monsieur Mercé est un mécanicien à la retraite, ai-je dit. Et parce que je voulais que quelqu'un qui connaît les voitures le regarde avant que quiconque ne puisse prétendre que j'avais imaginé ça. Les yeux du juge ont filé vers Ray, qui était assis au dernier rang. Ray a hoché la tête une fois, le visage fermé. L'avocat d'Evan s'est levé et s'est approché pour le contre-interrogatoire comme un homme cherchant la bagarre. Monsieur Delaney, a-t-il commencé. N'est-il pas vrai que vous avez eu des conflits avec Evan? Oui, ai-je dit. N'est-il pas vrai que vous vouliez qu'il quitte votre maison? Je voulais qu'il soit responsable, ai-je dit. Il a 32 ans. N'est-il pas également vrai, a-t-il dit, la voix montant, que vous avez transféré un véhicule avec un défaut dangereux à monsieur Mercé? J'ai ressenti une secousse de colère. La main de Martha s'est levée légèrement, calme. J'ai répondu fermement. J'ai dit à monsieur Mercé de ne pas le conduire. Je lui ai demandé de l'inspecter avant qu'il ne bouge. La voix de Ray est venue du fond, basse mais claire. Il l'a fait. Le juge a frappé son stylo sur le bureau. Monsieur Mercé, vous attendrez d'être appelé ou vous serez expulsé. Ray s'est tu. L'avocat d'Evan a insisté. Mais vous n'avez pas prévenu la police immédiatement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas appelé le 911 depuis votre allée. J'ai appelé une dépanneuse, ai-je dit. Puis mon avocate. Puis la police a été appelée au moment où une coupure a été confirmée. Il a eu un sourire en coin. Pratique. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Rester en vie est pratique. Cela a valu quelques petits rires surpris et silencieux des bancs. Pas des rires de joie. Juste ce son du Midwest plus âgé, des gens essayant de ne pas réagir. L'avocat a changé de tactique. Vous prétendez que votre femme faisait partie de cela. C'est une accusation grave. Je ne prétends pas, ai-je dit. Je vous dis ce que j'ai entendu. Et pourtant, a-t-il dit, vous n'avez aucun enregistrement. Martha s'est levée. Votre honneur, je peux? Le juge a hoché la tête. Martha s'est tournée légèrement et a parlé à la cour comme si elle étalait un plan. Nous avons des preuves matérielles d'une coupure délibérée. Nous avons une chronologie plaçant le défendeur près du garage. Nous avons un message vocal indiquant la conscience de l'acte. Nous avons des déclarations de témoins. Et nous avons une vidéo de magasin documentant l'achat d'un coupe-tube. Le procureur a ajouté, et des relevés de paiement montrant que Madame Delaney était présente au magasin. Peu de temps après. Carole a émis un son, moitié halètement, moitié étouffement. Sa tête a claqué vers Evan, et pour la première fois,
son visage n'était pas contrôlé. C'était de la confusion nue et de la peur. Evan ne l'a pas regardé. Il fixait devant lui, la mâchoire travaillant. Carol a chuchoté, « Evan, qu'est-ce que tu as fait ?» Il a sifflé entre ses dents. La ferme. C'était le moment. Pas la conduite de frein coupé, pas le message vocal. Ce claquement de 2 mots, la ferme, comme si elle était un problème, pas une personne. Comme si elle existait pour garder l'histoire propre. Le juge s'est penché en avant. « Monsieur Mercé, a-t-il dit. Vous êtes le propriétaire, ou bientôt propriétaire, du véhicule. » Ray s'est levé. « Oui, votre honneur. » « Et vous avez examiné la conduite de frein. » »« Je l'ai fait. »« Et selon votre opinion professionnelle ? » ?»« Elle a été coupée, » a dit Ray, la voix épaisse. « Net. »« Exprès. » Le juge a hoché la tête lentement, puis a tourné son regard vers Evan. L'avocat d'Evan a essayé de reprendre pied. « Votre honneur, nous maintenons que c'est une. » Le juge a levé une main à nouveau, et sa voix était plate comme une pelle. « Non. » La pièce est devenue immobile. Il a regardé ses notes, puis a relevé la tête. « Une coïncidence mécanique, » a-t-il dit, répétant la phrase comme s'il goûtait quelque chose d'aigre, avec une coupe aussi nette. Il a fait une pause juste assez longue pour que tout le monde le ressente. « Bientôt, vous me direz que le camion s'est opéré lui-même, » a-t-il ajouté. Cette fois, les gens ont ri. Des rires calmes, bref, le genre qui brise la tension dans une pièce pleine de vieilles personnes qui retenaient leur souffle. Le visage d'Evan a rougi. Carol a commencé à pleurer de vraies larmes maintenant, pas celles de la scène. Elle a couvert sa bouche avec son mouchoir et a secoué la tête encore et encore, comme si elle pouvait défaire ce qu'elle avait permis. « Je ne savais pas qu'il le ferait vraiment, » a-t-elle chuchoté. Je l'ai fixé et ma voix est sortie basse, fatiguée et honnête. « Tu ne l'as pas arrêté, » ai-je dit. « Tu l'as laissé respirer dans notre maison. » Le marteau du juge n'a pas été dramatique, juste un coup solide. Sur la base des preuves présentées, a-t-il dit, cette cour trouve une cause probable. Une ordonnance de non-contact est émise. Le défendeur sera détenu en attente de la suite des procédures. L'avocat d'Evan lui a chuchoté quelque chose d'urgent. Evan s'est levé, les mains serrées, les yeux brûlants. Alors que l'adjoint s'approchait, Evan m'a enfin regardé. Pas avec tristesse, pas avec regret. Avec haine. Pendant une seconde, mes genoux ont menacé de flancher. Pas par peur de lui maintenant, mais sous le poids de voir la vérité d'une personne si clairement. Ray a bougé à côté de moi, comme s'il allait s'interposer entre nous s'il le fallait. Les pleurs de Carol se sont transformés en un son calme et brisé, et je suis resté assis là, respirant, sentant l'air de la salle d'audience remplir mes poumons comme la première vraie bouffée d'air que je prenais depuis des jours. Quand ce fut fini, je suis sorti dans la lumière froide du soleil de l'Ohio. Elle a frappé mon visage, pas les faibles, mais c'était de la lumière tout de même. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vivant. Je pensais que les portes du palais de justice ressembleraient à une fin. Ce n'était pas le cas. Elles ressemblaient à une porte qu'on franchit pour réaliser qu'on est toujours dans la même tempête, juste d'un côté différent. Dehors, le vent coupait à travers les marches, claquant contre les manteaux et faisant se voûter les gens. Quelques dames de l'église qui avaient été dans la salle d'audience ont évité mon regard. L'une d'elles, une femme que j'avais aidé à porter ses courses une fois quand son mari était à l'hôpital, a chuchoté à son ami et s'est détournée comme si j'étais contagieux. Ray se tenait à côté de moi, les mains enfoncées dans ses poches, fixant le parking comme s'il voulait frapper quelque chose et savait qu'il ne pouvait pas. Martha est descendue les marches, rapide et déterminée. « Ne retourne pas à la maison », a-t-elle dit immédiatement. « Je ne comptais pas le faire », ai-je répondu. « Bien », a-t-elle dit. « Pas de contact signifie pas de contact. Laisse les forces de l'ordre gérer Evan. Laisse l'avocat du divorce gérer Carol. » Le mot divorce a atterri plus lourdement que prévu. Pas parce que je ne le voulais pas. Parce qu'une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que j'étais là. Que mon deuxième mariage, celui que je pensais être plus calme, avait failli se terminer par un enterrement. Ray a expiré par le nez. « Je ne peux pas croire mon gamin », a-t-il dit. Martha lui a lancé un regard. « Crois-le », a-t-elle dit. Puis agit en conséquence. Elle s'est tournée vers moi. « Franck, il va y avoir des retours de bâton.
Les gens diront que tu l'as piégé. Les gens diront que tu exagères. Tu ne dois pas te laisser aspirer à discuter avec Internet. J'ai presque ri. J'ai 58 ans. Je ne connais même pas mon mot de passe Facebook la moitié du temps. La bouche de Martha a tressailli. Bien. Garde ça comme ça. Ray a proposé de me ramener au motel. En chemin, nous avons passé des choses familières de l'Ohio qui semblaient soudain irréelles. L'enseigne de la station-service KZS. Une bannière de football de lycée. Sur une clôture, un panneau d'église qui disait « La joie est un choix ». Je voulais m'arrêter et dire à cette église de mettre à jour son panneau. La joie est un choix, bien sûr. Mais le mal aussi. Au motel, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé mes mains. Les tremblements avaient presque cessé, mais mon corps se sentait essoré comme un chiffon tordu trop de fois. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du détective. Monsieur Delaney, a-t-il dit. Je veux vous informer que nous avons exécuté une perquisition pour des outils correspondant à la coupe. Nous avons également récupéré la vidéo du magasin de pièces automobiles. Je sais, ai-je dit. Mon ami a aidé à la récupérer. Nous traitons cela comme sérieux, a-t-il dit. Votre décision de ne pas conduire le camion a probablement empêché une fatalité. Une fatalité? Il n'a pas dit votre mort, mais c'est ce qu'il voulait dire. Quand j'ai raccroché, ma poitrine s'est serrée à nouveau. Pas de peur cette fois. De la réalisation tardive de combien j'étais passé près. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le garage. L'obscurité. La lueur du téléphone d'Evan. La voix de Carole demandant s'il était sûr. Vers 3 heures du matin, mon cœur a commencé à s'emballer sans raison. Mes mains se sont engourdies. J'ai pensé que je faisais peut-être une crise cardiaque. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain, le dos contre la baignoire, respirant superficiellement, essayant de ne pas paniquer. La patience est mon outil. Je l'ai chuchoté comme une prière, encore et encore. Le matin, j'ai pris rendez-vous aux soins d'urgence. Je détestais faire ça. Les hommes de mon âge feront n'importe quoi pour éviter de s'asseoir dans une salle d'attente pleine d'étrangers qui toussent, mais je ne faisais plus confiance à mon corps. L'infirmière a pris ma tension et a haussé les sourcils. « Vous avez été sous stress ?» a-t-elle demandé. J'ai ri une fois, sèchement. On peut dire ça. Le médecin m'a dit que mon cœur allait bien, mais que mes chiffres étaient élevés. Il m'a dit de couper la caféine, de dormir, et cette partie m'a donné envie de lever les yeux au ciel, de réduire le stress. Bien sûr, ai-je dit. Je vais juste lui dire d'arrêter. Il n'a pas ri. Il m'a juste regardé comme s'il avait vu exactement cette blague 1000 fois. Monsieur Delaney, a-t-il dit doucement. Le stress peut vous tuer si les gens ne le font pas, cette phrase est restée avec moi. Au cours de la semaine suivante, les choses ont bougé par étapes lentes et officielles. Papier, appel téléphonique, Martha prenant des nouvelles, le détective me mettant à jour, réappelant avec des nouvelles brèves et calmes, comme s'il ne se faisait pas confiance pour parler trop longtemps sans craquer. Carole a essayé de me contacter 2 fois. Une fois avec un message vocal qui a commencé par des sanglots et s'est terminé par de la colère. Une autre fois par l'intermédiaire d'un ami commun de l'église qui m'a laissé un message disant que Carole veut juste tourner la page. Tourner la page? Comme si elle avait égaré un pull, pas essayer d'organiser mon enterrement. Martha m'a dit de ne pas répondre. Le silence est une limite, a-t-elle dit. Et les limites sont ce qui t'a gardé en vie. 2 semaines plus tard, je suis retourné à la maison avec un adjoint pour récupérer le reste de mes affaires. Entrer donnait l'impression d'entrer dans une exposition de musée sur ma propre vie. Mes bottes sur le parquet résonnaient trop fort. L'air gardait encore l'odeur de bougie à la vanille de Carole mélangée à la légère odeur de lessive. Le salon avait l'air pareil. Photos de famille, couverture de canapé pliée juste comme il faut. Mais maintenant, tout cela semblait mis en scène, comme un décor. Carole n'était pas là. Martha avait arrangé ça. Mais je voyais des traces d'elle partout. Un torchon pendu proprement, une tasse dans l'évier, son écriture sur un post-it, appelé plombier. J'ai porté des cartons dehors tandis que l'adjoint restait là, poli et ennuyé, comme s'il avait fait ça 100 fois. J'ai trouvé la vieille boîte à outils de mon père au sous-sol, celle dont j'avais hérité quand il est mort. Son poids dans mes mains a serré ma gorge. Mon père avait été un homme calme,
stable, le genre qui vous dirait de réparer ce que vous pouvez et de vous éloigner de ce que vous ne pouvez pas. Dans le placard de la chambre, j'ai trouvé la dernière chose à laquelle je m'attendais. Le sac de poulet frit, toujours froissé dans la poubelle depuis cette nuit-là. Les taches de graisse durcie, l'odeur partie depuis longtemps. Je l'ai fixé pendant un long moment. Cette petite tentative stupide de paix, assise là comme une blague. Quand je suis parti, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai signé les papiers du divorce le mois suivant. Pas de cris, pas de grand drame judiciaire, juste des signatures et du calme. Carole a essayé d'ajouter une note dans la marge sur une « réconciliation plus tard ». Martha l'a rayé d'un trait ferme. Réma retransférait le camion une fois le processus de preuve terminé, mais je n'en voulais plus. Sa vue me tordait l'estomac. Je l'ai vendu à un gars à Dayton pour du liquide, moins cher qu'il ne valait, parce que je ne le voulais plus jamais dans mon allée. Avec cet argent et ce que j'avais économisé, j'ai acheté un petit condo près de la rivière à Dayton. Rien de chic. 2e étage, calme. Pas de garage attenant. Juste un petit balcon avec vue sur l'eau qui bougeait même quand tout le reste semblait bloqué. Le premier matin là-bas, j'ai fait du café et je me suis assis dehors en sweatshirt, regardant la rivière emporter des feuilles en aval. L'air sentait le propre, comme la terre humide et la pierre froide. Je pensais que je me sentirais triomphant. Ce n'était pas le cas. Je me sentais fatigué. Je me sentais plus vieux que 58 ans. Mais je ressentais aussi autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En sécurité. Pas parfaitement en sécurité. Rien dans la vie ne l'est. Mais assez en sécurité pour respirer sans goûter la peur. Une semaine après mon emménagement, j'ai pris une petite partie de l'argent du camion et je l'ai donné à un programme local qui aide les victimes de violences domestiques et soutient des plans de sortie sûrs. Je ne l'ai pas fait pour être un héros. Je l'ai fait parce que je n'arrêtais pas de penser à combien de personnes entendent des menaces dans leur propre maison et n'ont nulle part où aller. Quand le reçu s'est imprimé, je l'ai fixé et j'ai senti mes yeux piquer. La justice, ce n'est pas regarder quelqu'un mourir. La justice, c'est regarder la vérité se lever quand vous ne le pouviez pas. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était court. Tu as tout gâché. Pas de nom, pas de signature, mais je savais. Je l'ai supprimé sans répondre. Parce que la vraie vengeance n'était pas un discours intelligent ou un coup de poing dramatique. C'était de refuser de jouer à leur jeu plus longtemps. Je me suis assis sur le balcon, écoutant la rivière, et j'ai pensé à ce moment dans le garage, la lueur du téléphone d'Evan, la cruauté calme dans sa voix, le silence de la femme en qui j'avais confiance. Si vous devez retenir quelque chose de mon histoire, retenez ceci. Faites confiance à votre instinct. Pas à votre fierté, pas à votre espoir, pas à la version de quelqu'un en qui vous voulez croire. Votre instinct. Et si vous entendez quelque chose dans votre propre maison qui vous glace le sang, ne l'ignorez pas. Bougez intelligemment. Documentez. Demandez de l'aide. Dites-le à quelqu'un de confiance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé. Je me suis écarté, et j'ai laissé la vérité porter le coup. Si cette histoire est restée avec vous, si elle a touché une corde sensible de quelque manière que ce soit, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, des histoires sur la survie, la vérité et la justice, restez dans le coin, abonnez-vous, et gardez les yeux ouverts là-bas. Parce qu'à notre âge, la sagesse n'est pas seulement de savoir ce qui est juste. C'est savoir quand quelque chose ne tourne pas rond.